Je me trouve présentement à l'hôtel de ville de Saint-Zotique afin de découvrir le cercle des fermières de l'Écoto. J'ai bien hâte de découvrir leurs 1001 projets et les activités qu'elles ont à me proposer. Oui, on arrive. Donc, je suis présentement avec Madame Rita Riendo, présidente du Cercle des fermières d'Écoto. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, comment vous est venue l'idée de créer ce cercle? En fait, le Cercle des Coteaux, ça date de 1945. Ça a commencé avec le Cercle des fermières Coteau Station et la municipalité Coteau Landing. Il y avait un cercle qui s'appelait le Cercle des fermières de Coteau Landing. Et ça va faire 25 ans qu'il y a eu une fusion des deux municipalités et donc, nous, on s'est regroupés ensemble pour faire le Cercle des fermières des Coteaux. Alors, nous sommes dans notre 25e année. Alors, nous allons probablement faire une fête, nous aussi. Alors, notre marché de Noël, cette année, on le fait dans le cadre des événements de la municipalité des Coteaux aussi. Ça va être au mois le 30 novembre et le 1er décembre. Donc, quelle sorte d'artisanat vous faites comme dans le cercle ou autre type de choses aussi? Alors, on fait beaucoup de tissage. On fait le tricot, le crochet, on fait de la dentelle, on fait, de la couture, de la broderie. On a des cours d'art culinaire, on a plein de choses. Tout ce qui est le domaine patrimonial, c'est pour transmettre la culture de nos ancêtres. Et on veut que la relève aussi puisse en profiter et pouvoir le donner à leurs enfants plus tard. Parlant de relève, comment on peut faire pour venir participer aux activités? Dès l'âge de 14 ans, vous êtes admis comme membre des fermières des Coteaux ou à n'importe quel autre cercle. Et c'est une façon d'apprendre gratuitement. Et puis aussi, on apporte les sujets à nos amis à l'école. Puis en parlant, bien souvent, c'est là que la plupart ils vont rejoindre le groupe. Et cette année, est-ce qu'il y a un thème spécifique comme pour les activités? Notre thème pour le Cercle des fermières, c'est les liens tissés serrés, naturellement. Et puis, c'est tout un partage de connaissances, des partages d'amitié. Il se crée des liens entre les femmes. Et on donne la chance à des femmes au foyer ou les faire sortir de la maison pour pouvoir bénéficier d'apprendre ces belles choses-là. Donc, ça rassemble vraiment beaucoup la communauté qui vient participer aussi. Absolument. Même la municipalité des Coteaux, ils nous ont demandé pour donner des cours de bibliotricot à la bibliothèque. Ensuite de ça, il y a eu la municipalité Coteaux-du-Lac qui s'est aussi offert. Donc, il y a eu beaucoup de participants. On est venu ici à Saint-Zotique aussi. Alors, comme ça, c'est une façon de se faire connaître et aussi de recruter des nouvelles membres pour faire partie de notre organisme. Et est-ce qu'il y a aussi une façon que vous pouvez redonner à la communauté? Absolument. Le but premier, c'est de faire tout ce qu'on fait, c'est de le redonner
soit à des organismes comme Bébé Layette et Holo. On a la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Également, on a Mira. On va ramasser des cassettes d'imprimantes, des vieux cellulaires. Et aussi, finalement, comment ça marche en fait? Est-ce qu'il y a une certaine personne qui arrive avec une aptitude et qui le partage aux autres ou comment ça marche? En fait, le Cercle des fermières, nous, on fait partie de la Fédération 14 et ils sont à Laval, Montréal. Et on a des journées printemps, des journées automne. Et à ce moment-là, on a des formations. Alors, ils nous offrent la chance d'apprendre des nouvelles choses. Et puis, entre nous, les membres, on a certaines connaissances, des fois, sur une chose plus que d'autres. Alors, on se partage nos talents. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, le Cercle des fermières? Le Cercle des fermières, c'est sûr que pour moi, le patrimoine, c'est très important. La transmission de la culture de nos ancêtres, pour moi, c'est des valeurs qu'il faut transmettre et pour moi, c'est une grande valeur à mes yeux. Bien, c'est un bel organisme de sociabilité là, entre les femmes. Ça brise l'isolement, puis ça crée beaucoup de liens d'amitié. Puis on transmet les connaissances une envers l'autre. On apprend plein de choses à côtoyer les fermières. Pour moi, ça représente surtout une rencontre de personnes, tu sais, là, comme la solitude, là, il n'y en a plus, là, tu sais, là, apprendre et même des fois montrer ce qu'on sait. Quand il y en a une qui est occupée, on peut le montrer à quelqu'un d'autre. Là. Bien, moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis avec les actes fermières, puis j'aime ça d'apprendre comment de faire le tricot, la couture ou le crochet. Mais j'ai bien aimé apprendre comment faire le métier à tissage. Je suis nouvellement fermière depuis novembre dernier et j'ai trouvé au Cercle une grande famille, beaucoup d'amis et c'est très bon pour le moral. Et je suis très heureuse de faire partie du Cercle. C'est une détente, puis c'est vraiment un loisir. Ton esprit est toujours occupé parce qu'on fait plein d'affaires, fait qu'on n'a pas le temps de vieillir. Lors de ma visite, j'ai appris deux choses très importantes, l'entraide et l'amitié. Ce sont les fermières qui m'en ont parlé et qui m'ont démontré les bienfaits de partager ses aptitudes dans la communauté, car ça peut lier des amitiés et nous permettre aussi de parler de ses problèmes, ne pas être seul et donc de vraiment former une famille. Je suis à Les Cèdres et je me trouve plus précisément devant le vignoble Bourg des Cèdres.
Personnellement, j'aime beaucoup boire une petite coupe de vin de temps en temps, mais je ne suis pas vraiment connaisseuse. Donc, c'est pour ça qu'on va aller rencontrer M. Benoît Pilon, qui est le propriétaire du vignoble, afin d'en apprendre davantage sur les différents cépages et comment on fabrique le vin. Je suis avec Benoît Pilon, copropriétaire du vignoble Le Bourg des Cèdres. Bonjour. Bonjour. Donc, le vignoble, le projet a débuté en 2011 pour vous. Comment l'idée vous est venue d'ouvrir un vignoble? Bien, en fait, on avait déjà la terre quand le bail était sous bail, excusez-moi. Quand le bail venait à échéance, bien, on a décidé de partir un vignoble. On s'est levé un matin et on a dit on part un vignoble. Donc, on a fait des recherches avant, on a fait évaluer le site. On n'a pas lancé ça comme ça. On a suivi des cours. Puis là, en 2011, bien, on a pris notre décision puis on est parti. Puis les premiers travaux ont en fait commencé en 2012. Justement, on est à Les Cèdres, dans un très beau terrain. Pourquoi avoir choisi ce site d'exception? Bien, on est sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve. Donc, le fleuve nous tempère, donc nous protège contre les gels du printemps. Va tempérer aussi la température. On a des sols qui sont propices à la culture de la vigne. Il y a les vents aussi. C'est assez venteux, donc ça permet un assèchement de la vigne, ce qui empêche le développement de maladies. Bon, depuis que vous avez eu le terrain, comment on fait pour préparer un terrain pour recevoir les vignes à y planter? Donc, c'était du foin. Donc, il a fallu premièrement qu'on détruise le foin. Là. Donc, nous, on a une approche plus éco-responsable, donc on est allé mécaniquement. Ça fait qu'on a détruit ça mécaniquement. Après ça, il a fallu qu'on draine, qu'on nivelle, puis qu'on chaude la terre. Donc, le nivelage, ça, c'était vraiment important parce qu'on est en l'argile ici, puis il ne faut pas qu'il y ait de baissière, donc d'eau qui vont s'accumuler en surface pour que l'eau sorte, sinon la vigne meurt. Donc c'est ça. En 2012, c'était tous ces travaux-là de préparation pour la plantation en 2013, au printemps 2013. Puis justement, la plantation, ça a commencé avec combien d'hectares? La première année, on a planté 1,2 hectares. Donc, c'était les vins blancs. Donc, on a 4 cépages en blanc qu'on a plantés en 2013. Puis on a planté les rouges en 2014. Donc, maintenant, on est rendu avec combien de cépages de chaque sorte? On a 4 cépages en blanc, 3 cépages en rouge sur 2,2 hectares, 6500 plants. Et maintenant, j'aimerais savoir pas mal la préparation des vendanges, ensuite, dans le fond, le processus pour quand on arrive avec notre belle bouteille de vin déjà fait. Bien, une fois, à partir des vendanges, oui. Donc, on cueille le raisin. Ici, le raisin est cueilli avec des bénévoles. Donc, on cueille manuellement. Il n'y a pas de vendange mécanique. Donc, on va amener le raisin. Dans le cas du blanc, on va le presser. Donc, il va être amené ici à l'arrière. Il va être pesé, pressé. Le jus va être envoyé en cuve. Là, on va le mettre au froid pour à peu près 24-48 heures. Puis là, on va faire un décantage. Donc, on va soutirer juste le jus, puis toute la portion qui n'est pas claire, qui se trouve dans le bas de la cuve, va rester là. Puis après cela, on va réchauffer ce jus-là, puis on va partir la fermentation. Puis la fermentation va durer peut-être une dizaine de jours, 12 jours. Puis une fois que la fermentation est terminée, là, on va inoculer avec une bactérie pour faire la malolactique qui va venir faire une transformation d'acide malique en acide lactique. Puis ça peut durer quelques mois. Puis une fois que c'est terminé, après ça, on va passer au vieillissement du vin, puis un peu plus tard, la filtration, puis l'embouteillage. Comment on fait, dans le fond, pour savoir quand le raisin est prêt à être cueilli? Est-ce que c'est vraiment déterminé par les mois de l'année? C'est la météo, en fait, ça peut changer. C'est toujours normalement en début mi-septembre, mais ça peut varier un peu. On va premièrement y goûter. Donc, y goûter, c'est le premier test. Après ça, on va faire des tests de taux de sucre, d'acidité, pH. Donc, c'est les 3 tests qu'on va faire pour s'assurer qu'il est à bonne maturité. Quand on parlait justement du processus là, de quand on a cueilli le raisin, le faire fermenter, tout ça, est-ce que ça change pour un vin blanc, un vin rouge? Oui, bien, la différence entre un blanc et un rouge, c'est que le blanc, on a pressé. Le rouge, on envoie tout dans la cuve. Donc, on va fermenter avec tout le raisin au complet. Donc, on en va juste enlever la grappe, en fait. Donc, les peaux, ça va macérer. Là, on va fermenter. Puis quand la fermentation va être rendue assez avancée, là, on va va pomper le jus qui est dans la cuve, puis ce qui reste, on va le presser. Donc, on fait la presse, dans le fond, plus tard, parce que la couleur, elle vient gros de la peau du raisin.
Peut-être que c'est une question un petit peu ridicule pour vous, mais le vieillissement du vin, qu'est-ce que ça fait dans le fond au vin quand on fait vieillir? Bien, le vin, il va évoluer. Donc, les arômes vont se développer, c'est ça, ils vont se modifier, ils vont évoluer, en fait. Dans le fond, c'est combien de temps qu'on devrait faire vieillir le vin? Je sais que ça change beaucoup. Bien, ça dépend du vin qu'on fait. Donc, nous autres, on le laisse en cuve, on va embouteiller seulement au mois d'août. Donc, on cueille, disons, en septembre, puis on va le laisser en cuve jusqu'au mois d'août. Donc, on a presque 10 mois, 11 mois avant d'embouteiller. Mais dépendant du vin qu'on veut faire, ça peut être plus court. Ça pourrait être plus long aussi, mais on a juste un jeu de cuve, donc il faut que les cuves soient vides quand le nouveau raisin arrive. Donc, c'est pour ça qu'on embouteille. Il faut embouteiller avant septembre. Puis là, je sais que vous avez beaucoup de vins et qu'ils ont tous des noms d'endroits dans la région. Pourquoi avoir choisi de faire ça? Oui, bien, tout part du nom du vignoble, en fait. La maison qui est sur la terre du vignoble, elle date de 1774. Et puis ça, c'est la même époque que le bourg des Cèdres. Donc les Cèdres avaient obtenu le titre de bourg sous le régime français en 1757, si je me rappelle bien, dû à son importance. C'était le village le plus important de Vaudreuil-Soulanges, qui était situé juste au bas des Rapides, à 700 mètres d'ici. Donc, comme la maison date de cette période-là, on a décidé d'appeler le vignoble le bourg des Cèdres. Puis après ça, bien, on a décidé de continuer un peu l'idée. Donc, tous nos noms de vin ont un lien, soit historique ou patrimonial, avec la région. Donc, au bourg des Cèdres, on produit 7 vins, donc 3 vins blancs, un vin rosé, 2 rouges et une vendange tardive. Notre premier, c'est le Rapide Prince. C'est un assemblage de Saint-Pépin. Donc, ça va être un vin blanc sec qui va être plus en agrumes, pommes vertes, un peu minéral. Pour ce qui est du nom, le Rapide Prince, en fait, c'était un bateau à vapeur au début du siècle qui transportait des passagers entre Montréal et Prescott, en Ontario. Puis sa particularité, lui, c'est qu'il s'en allait en Ontario par le canal de Soulanges, mais il revenait en descendant les rapides. Donc, en fait, il aurait été le dernier, je pense, à passer dans les rapides des Cèdres avant que le barrage bloque complètement les rapides. Donc, puis il y avait des gens de la région qui travaillaient sur ce bateau-là. Donc, les cageux, lui, c'est un assemblage de Frontenac blanc, Acadie blanc. Donc, c'est un blanc sec, encore une fois. Mais là, on va être plus dans les fruits tropicaux, melons, ananas. Pour ce qui est du nom, bien, les cageux, c'était dans le temps de la drave, dans le fond. Ils formaient ce qu'on appelait des cages. Donc, ils assemblaient les bio ensemble pour faire un genre de gros radeau sur lequel ils transportaient les hommes et l'équipement. Et puis, ils descendaient les rapides sur ces cages-là. Donc, ceux qui manipulaient ces cages-là, c'était les cageux. Puis, ils étaient renommés pour leur témérité. Donc, le Pointe du Moulin, lui, c'est un blanc mais demi-sec. Donc, un peu de sucre résiduel dans ce blanc-là. C'est un assemblage d'Acadie blanc, Frontenac gris, Frontenac blanc. Puis là, on va être plus dans les arômes de pêche, poire, abricot. La Pointe du Moulin, bien, c'est le moulin de la Pointe du Moulin. L'écluse numéro 4, le rosé, lui, c'est un assemblage de Frontenac gris, Acadie blanc. Donc, on est demi-sec. On a encore une fois un petit peu de sucre résiduel. On va être plus dans les arômes de fraises. Donc, l'écluse 4, ça se trouve être en fait l'écluse qui est vis-à-vis l'entrée de la 30 sur la 338, qui est l'écluse qui est juste derrière notre terre. La particularité de cette écluse-là, c'est que c'était la seule en béton. Et puis, elle avait un système d'amener d'eau qui avait été conçu de façon différente des autres, en fait, ce qui faisait qu'elle se remplissait et elle se vidait en seulement 6 minutes. Puis on est en 1899. Donc, c'était la toute nouvelle technologie. C'était la première au Canada qui avait été construite comme ça. Joseph Lalonde, c'est un rouge sec qui est un assemblage de Frontenac noir et Marquette. On est plus dans les cerises comme, au niveau des arômes. Joseph Lalonde, en fait, ça se trouve être le premier propriétaire de notre maison qui a été construit en 1774, qui est aussi la plus vieille maison des Cèdres. Le Petit Pouvoir, lui, c'est fait avec de la petite perle, donc on va être plus en prune, on a une petite pointe de fumée, un peu boisé. Le Petit Pouvoir, c'est la centrale électrique, en fait, du canal de Soulanges qui permettait d'électrifier le canal.
Donc, et puis notre tout dernier, c'est le canal de Soulanges, lui qui est une vendange tardive. Donc, il est fait avec du Frontenac noir. Donc, on ramasse début décembre. Donc, on l'a laissé geler, dégeler, ça s'est concentré. Mais sa particularité, c'est qu'on le vinifie comme un rosé. Donc, on ne laisse pas macérer les peaux pour ne pas avoir les tanins. On a seulement que le fruit qui est concentré. Puis, bien entendu, c'est un peu sucré, mais pas très sucré. C'est quand même pas liquoreux. Pour nommer un vin par rapport à un endroit de la région? Est-ce que vous avez dit un vin rouge, ça serait plus le canal de Soulanges ou c'est vraiment... On a fait une liste de noms possibles, potentiels. Puis là, c'est sûr qu'il y a des noms, des fois, on trouvait que ça allait mieux avec un vin blanc, d'autres mieux avec un vin rouge, mais c'est un peu une question de personnel. Je ne veux pas dire... des fois, on trouvait que le nom était plus féminin, fait qu'on a mis peut-être un vin blanc. Donc, en fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on a fait, là. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver vos vins? Je sais qu'on peut évidemment les retrouver ici. Oui, on peut les retrouver ici. On a certains points de vente aussi dans des épiceries. On a le Métro Farnham à Saint-Zotique. Il y a la Ferme Queen à Perrault. Il y a Barrel Box aussi à Pincourt, je pense, c'est ça. Ouais. Donc, il y en a différents. Là. On a un certain nombre de points de vente qui sont... Vous pouvez les trouver sur le site web. On est aussi dans des restos. Puis on est aussi dans 2 Marché des saveurs puis Peluso à Montréal. Donc, pour l'instant, on essaie de tranquillement augmenter nos points de vente. Et aussi, si moi, je veux venir déguster les vins au vignoble, est-ce que c'est possible? Oui, on est ouvert les samedis, dimanches de 11h à 17h. Puis si vous voulez venir la semaine, il faut juste appeler avant pour prendre rendez-vous. C'est sur rendez-vous. Donc, il y a différents types de dégustation d'offertes. Ça peut être accompagné de fromage, de bouchée ou juste une dégustation au comptoir. C'est comme vous voulez. Aussi, je sais qu'il y a d'autres activités qui se déroulent au vignoble. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, mais on a au printemps, on a la biennale de littérature. Puis cette année, il y avait joint quelques potiers aussi. Donc, il y avait des démonstrations de poterie, de tours, excuse-moi. C'est ça aussi. Il y a des visites guidées. Il peut organiser des vins fromages. Il y a des fois des groupes qui vont venir faire des réunions ici. Donc, on peut organiser un peu quelque chose. C'est quoi les différents types de cépages? Comment on fait la différence? En fait, nous, ici, on utilise des cépages hybrides qui sont mieux adaptés à notre climat puis qui sont aussi moins maladifs. Donc, on a besoin d'utiliser moins de pesticides. Ça rentre dans notre approche éco-responsable. Donc, on veut utiliser le moins de pesticides possible. Puis cette approche éco-responsable-là, elle va un peu plus loin. Donc, on n'utilise pas d'herbicides, on est sous plastique, on est complètement enherbé, on désherbe manuellement. On achète le plus local possible. Donc, nos cuves de fermentation, ils viennent de Rougemont, ils ont été faits ici au Québec. On utilise des verres compostables quand on fait des dégustations à l'extérieur, ainsi de suite. Suite à ma rencontre avec M. Benoît Pilon, le propriétaire du vignoble, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris à faire la différence entre les différents types de cépages. J'ai aussi appris tout le processus derrière la fabrication du vin, dans le fond de A à Z, de quand on cueille les raisins jusqu'à l'embouteillage. Maintenant, quand je vais boire du vin, je vais être un petit peu plus consciente de qu'est-ce que je bois.